profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Sully, confronté à la disparition mystérieuse de Jarvis et à la possession d'autres agents, découvre une lettre ancienne liée à l'asile de Greenheart. Ce document décrit les débuts du Fossoyeur Mix, une entité surnaturelle capable de manipuler les esprits en les piégeant par des questions. À travers les témoignages, Sully comprend que cette créature existe depuis plus d'un siècle, qu'elle se transmet par le langage et les réponses, et qu'elle semble impossible à arrêter. La lettre se poursuit avec le récit tragique d'Emily, une ancienne patiente de Greenheart, témoin d'un massacre perpétré par Mix. Rejetée par sa famille, elle vit recluse jusqu'à sentir l'entité prendre possession d'elle. Le fossoyeur la tourmente par des visions et des poèmes tordus. Elle accepte d'être enterrée vivante pour tenter de l'emporter avec elle. Sully, bouleversé par la lecture, demande à Ellison, le commissaire, pourquoi il le croit. Celui-ci révèle avoir lui-même été confronté à une créature monstrueuse, tuée par un mystérieux homme armé d'un pied de biche. Mais soudain, Sully reçoit un appel. Son ancienne femme, Sandra, hurle à l'autre bout du fil. J'ai suivi le commissaire Ellison, les phares de sa voiture de patrouille nous traçant un chemin à travers la ville et jusqu'à l'autoroute. Tout ce que nous avions à faire, c'était de prononcer les 3 mots que Sandra avait prononcés au milieu de ses cris terrifiés. Au Hideaway Lodge. Je n'ai pas compris la référence, mais Ellison m'a dit que le Hideaway Lodge était un grand motel le long de l'autoroute. Lorsque j'ai appris qu'il se trouvait quelque part entre ma ville et l'endroit où Sandra vivait avec nos filles, cela a pris tout son sens. J'ai aussi compris que ce n'était peut-être pas seulement elle qui était en danger, mais aussi nos filles Alice et Christy. À moitié fou de peur, je sortais en courant du bâtiment quand Ellison m'a rattrapé. « Il faut que tu reprennes ton souffle, mec !» J'ai essayé de m'éloigner, mais il m'a tenu fermement. « Je sais, on va aller les chercher, t'inquiète, mais tu ne seras bon pour personne si tu te tues en y allant. Laisse-moi t'aider. » J'ai secoué la tête. « Non, pas de flic. Je vais faire ce que j'ai à faire, et je ne peux pas avoir quelqu'un entre eux et moi. Je ne peux pas laisser cela continuer. » Ellison sourit, ses yeux sont durs mais pas hostiles. « Je ne parle pas de flic. J'en ai assez pour savoir que c'est quelque chose de spécial, comme quand cette chose a eu mon frère. Je ne t'aiderai pas en tant que commissaire, je t'aiderai en tant qu'homme. » Il jeta un coup d'œil par la fenêtre vers le parking. Mais je n'hésiterai pas à faire fonctionner les sirènes pour qu'on arrive plus vite. Nous sommes entrés dans le parking en gravier dans un nuage de poussière grise. Et Ellison était déjà dans le bureau avant que je ne sois complètement sorti de ma voiture. J'ai failli le suivre, mais je me suis retenu, craignant qu'un partenaire civil pressé ne fasse qu'affaiblir son autorité. En 1 minute, il était de nouveau dehors et se dirigeait vers moi. Le gars m'a dit que 2 hommes s'étaient enregistrés il y a environ 2 heures. Il a dit qu'il y avait peut-être d'autres personnes dans la voiture, mais qu'il n'a jamais pu les voir. Puis, il y a 1 demi-heure, il a vu une voiture de patrouille s'arrêter. Il pointe du doigt l'angle du bâtiment. C'est la patrouille de Minas. Le gérant du motel ne l'a pas vu, mais il a dit que la voiture n'avait pas bougé depuis son arrivée. Ellison jette un regard inquiet vers le 4e étage du motel. D'après la description qu'il a faite des hommes, je pense que nous venons de trouver les 2 derniers employés de Jarvis. Quel est le numéro de la chambre ? Je pouvais entendre la colère à peine contenue dans ma voix. J'avais essayé d'être patient, mais j'avais besoin de monter là-haut maintenant, et il me faisait perdre du temps. Il me jeta un coup d'œil en arrière. « Je vais y venir, mais il faut d'abord que tu m'écoutes. Nous allons probablement nous retrouver dans une situation de prise d'otage avec 2 maniaques homicides et un officier formé et armé avec un monstre dans le cerveau. Dans le meilleur des cas, je vais probablement être viré. Dans le pire des cas, la plupart d'entre nous mourront ou deviendront les marionnettes de cette maudite chose. Je n'essaie pas de jouer les héros,
mais tu dois suivre mon exemple. Écoute ce que je te dis de faire et reste toujours hors de mon champ de vision. C'est clair ? J'ai acquiescé et il m'a tapoté l'épaule. Ok, allons récupérer ta famille. Ils sont dans la chambre 403. Nous avons monté les escaliers lentement, en regardant constamment autour de nous, à la recherche d'une embuscade proche ou d'une menace lointaine. Mais il n'y avait rien. S'il y avait quelqu'un d'autre dans ce grand motel, on ne pouvait pas le deviner en voyant ce qu'on voyait en montant au 4e étage. Nous avons atteint la chambre 403 et j'ai voulu frapper, mais Ellison a secoué la tête. Il m'a doucement poussé d'un côté de la porte pendant qu'il se dirigeait vers l'autre. Une fois en position, il sortit son arme et essaya discrètement la poignée. La porte s'ouvre facilement sur une pièce bien éclairée. Sur le lit se trouvaient Sandra et les filles, les mains attachées devant elles et des morceaux de drap de lit déchirés attachés sur leur bouche en guise de bâillons. De chaque côté d'elles, comme des gardes du corps, se trouvaient les 2 derniers hommes de la découverte du cercueil. Ils étaient tous les 2 couverts de terre et complètement sales, et je pouvais voir à leurs vêtements qu'ils s'étaient récemment urinés dessus. Lorsque nous sommes entrés dans la pièce, l'odeur de viande pourrie et de merde qui émanait d'eux m'a donné la nausée. De leur côté, ils nous ont à peine jeté un coup d'œil en entrant, leurs yeux ne se tournant que brièvement dans notre direction, tandis qu'ils continuaient à s'occuper du poste d'un air décontracté. Ellison me fit signe de rester en arrière pendant qu'il vérifiait la petite salle de bain située juste derrière la porte d'entrée. Un instant plus tard, il était de retour dans la pièce proprement dite. En regardant autour de lui, il a vu ce que j'ai vu. Aucune trace du commissaire Minas. Gardant son arme sur les hommes, il les contourna pour jeter un coup d'œil sur le petit balcon qui donnait sur un lugubre massif de pins. Elle ne se cachait pas là non plus. Puis, je l'ai vu. Le rocher est de retour. J'ai pointé du doigt le meuble de télévision de la pièce. À quelques centimètres devant la télévision se trouvait la fameuse pierre plate et lisse. J'ai eu une envie folle de la ramasser, d'ouvrir la porte coulissante et de la lancer dans les bois. Mais je savais que cela ne servirait à rien. Il n'y avait pas moyen d'arrêter ça. Il suffisait de le contenir. Je devais éloigner cette pierre des autres. Mettez vos mains sur la tête et avancez vers la porte d'entrée. Quand vous aurez atteint l'extérieur de la porte, mettez-vous à terre. Si vous faites quoi que ce soit d'autre, je vous descends. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'Ellison essayait de faire sortir les travailleurs de la pièce. Sandra et les filles avaient poussé des cris de joie et de peur depuis que nous étions entrés, mais j'étais tellement perdu dans la recherche de Minas et de la pierre que ce n'est que maintenant que j'ai pensé à les réconforter du mieux que j'ai pu. Ça va, tout ira bien. Vous êtes en sécurité maintenant. J'ai perçu le mouvement des 2 hommes quelques instants avant que le coup de feu ne retentisse. Ils ne se dirigeaient pas vers la porte d'entrée, ni même vers moi ou Ellison. Ils se dirigeaient vers la porte vitrée coulissante. Le premier la frappait avec fracas, alors même que le second était touché. Mais aucun des 2 ne semblait ralentir. Un nouveau coup sur la vitre, et ils étaient passés. J'ai d'abord cru qu'ils essayaient de s'échapper, mais ils n'ont jamais ralenti. Au contraire, ils ont frappé durement la balustrade à hauteur de la taille, l'arrachant au passage avant de tomber sur le sol en contrebas. Ellison s'avança sur le balcon en ruine et regarda en bas. « Putain, je crois qu'ils sont morts ou presque !» Il a levé les yeux vers moi. « Libère tes filles, il faut que j'aille vérifier. » J'ai acquiescé et je suis allé vers les filles, les serrant brièvement dans mes bras avant de libérer leur bouche et leurs mains. Elles m'ont toutes rendu mon étreinte, pleurant et me demandant si c'était fini. Je leur ai menti en leur disant que c'était fini. J'espère que ce n'était pas un trop gros mensonge. J'avais vraiment l'intention d'en finir bientôt. En me retirant, je me concentrai un instant sur chacune d'elles, essayant de graver leur visage dans ma mémoire. Je voulais quelque chose de bon à quoi me raccrocher quand je serais seul dans le noir avec cette chose. Je vous aime tellement. J'ai commencé à pleurer en continuant. Je sais que je n'ai pas toujours été une bonne personne,
Mais vous m'avez toujours aimé malgré mes erreurs. Il se peut que vous entendiez beaucoup de choses bizarres dans les prochains jours, et je sais que ça sera difficile à comprendre, surtout pour la plupart de ces choses, mais moi non plus d'ailleurs, je ne comprends pas trop. Vous avez toujours été la meilleure partie de moi. » Ne voulant pas prolonger les choses davantage, je me suis retourné pour attraper la pierre, avec l'intention de la ramener en bas et de la conduire loin d'elle. Trouver un endroit isolé pour l'enterrer, et m'enterrer avec l'espoir que ce soit vraiment pour toujours cette fois-ci. Mais bien sûr, la pierre n'était plus là. « Il te manque quelque chose, papa ?» Christy n'avait que 4 ans et marmonnait encore beaucoup quand elle parlait. Mais là, c'était fort et clair. La voix était la sienne et pas la sienne. J'ai senti mes genoux s'affaiblir en entendant la voix de Christy. « Tu veux que je t'aide à la chercher ?» Je me suis retourné et j'ai vu un sourire complice sur le visage de ma petite fille qui se moquait de moi. Sandra et Alice savaient que quelque chose n'allait pas. Elles fronçaient les sourcils en regardant Christy. Et au bout d'un moment, Alice a glissé du lit et s'est approchée de moi. Sandra a tenu la main pour toucher le visage de Christy et j'ai fait un geste pour l'en empêcher, mais il était trop tard. Notre petite fille s'est jetée sur la main tendue et a mordu le visage de Sandra. Le sang a giclé contre le mur tandis qu'Alice rejoignait sa mère en hurlant de terreur. Ellison est revenue du balcon et a laissé tomber son téléphone en voyant ce qui se passait. Nous avons tous les deux essayé de retirer Christy, mais elle était incroyablement forte. Je criais, mais je n'ai aucune idée de ce que je voulais faire. J'étais fou de colère et de peur. Et pendant que je regardais, la chose dans Christy rampait le long du visage de Sandra avec sa bouche rongeuse, en quête de nourriture. Elle avait commencé sur la joue gauche, mais elle s'est rapidement déplacée sur le chemin de la ruine jusqu'à l'œil de Sandra. Alors qu'il mordait l'intérieur de l'orbite, un craquement humide fut remplacé par le gémissement animal de Sandra qui s'évanouit. Cette foutue chose lui faisait manger l'œil de Sandra. La colère s'est enflammée dans ma poitrine et j'ai planté mes pieds. Ellison, qui semblait avoir perdu mon intention, s'est arc-bouté contre Sandra qui s'affaissait, tandis que je tirais aussi fort que possible sur Christy, craignant que cela ne suffise pas. Mais c'était plus que suffisant. Au moment où j'ai tiré, Christy a lâché prise. Nous avons trébuché et sommes tombés après le tapis, après la porte en verre brisée, jusqu'à l'extrémité du balcon brisé. Pendant un moment, je me suis tenu au bord, essayant de nous faire basculer dans l'autre sens, luttant contre l'élan, la gravité et l'inévitabilité. Puis nous avons flotté dans les airs, et j'ai senti le profond grondement de la poitrine de ma petite fille alors que nous nous dirigions vers le sol. Elle riait. L'instant d'après, c'était fini. La douleur m'a traversé le corps et j'ai poussé un cri d'agonie qui s'est transformé en désespoir lorsque j'ai réalisé que je n'étais pas si gravement blessé. J'avais atterri sur Christy. Me dégageant d'elle, je frottais la terre et le sang de son visage en essayant de la réveiller. « Pose-moi ta question, je répondrai !» L'un des yeux de Christy s'est ouvert. L'autre s'est refermé et s'est emmêlé dans une masse de sang. Son œil valide ne pouvait pas se concentrer, mais je savais qu'elle me cherchait. « Papa ?» On aurait dit qu'elle allait dire quelque chose d'autre, mais elle a disparu. J'ai crié et j'ai pleuré, battant le sol et me frappant encore et encore. Mon bras était cassé, et la douleur qui me traversait à chaque coup semblait être la moindre des choses que je méritais. Pourquoi ne m'avait-il pas pris ? Pourquoi le fossoyeur n'avait-il pas posé sa dernière question ? Ellison se tenait au-dessus de moi, et je voyais maintenant qu'Alice et Sandra étaient là aussi, formant un demi-cercle grossier autour de moi et de l'horreur écrasée de notre petite fille. « Je n'ai pas besoin de questions pour te prendre. Je n'en ai jamais eu besoin, » dit Alice en souriant. « Mais je suis très vieille et je m'ennuie, » Sandra a dit. « C'est plus amusant si je mets du piment, et il est plus facile de prendre les personnes spéciales comme toi, mes hôtes de longue date, si vous avez un peu d'espoir et une pincée de mystère pour aller avec votre terreur et votre désespoir. » Ellison ajouta.
Et puis il n'y a pas vraiment de moyen de me combattre. Alice surenchérit. Et il n'y a pas vraiment de règles pour te protéger. Sandra apporta le coup ultime. Un noble sacrifice que tu peux faire pour te racheter d'être le stupide petit déchet que tu es. Le sourire de Sandra était mince et froid, tandis qu'elle me poussait légèrement du bout de sa chaussure. Et qu'est-ce que je peux dire ? Tu es aussi plus savoureux. Contrairement aux autres, je me retiens longtemps avant de te manger, mais qu'est-ce que je peux dire ? J'aime bien assaisonner ma viande. Je n'avais pas de réponse à donner, et apparemment il n'en avait pas besoin. Le monde explosa lorsque je sentis soudain une énorme pression dans mon crâne. J'ai eu l'image du rocher apparaissant là, déchirant et pressant le tissu cérébral pour faire de la place. Je savais que c'était impossible. Je serais mort ou dans le coma à cause de quelque chose comme ça, mais je savais d'une certaine manière que c'était quand même vrai. C'était comme Émilie l'avait décrit dans la lettre. Je pouvais le sentir en moi maintenant. Sandra, Alice et Ellison se sont effondrés sur le sol comme des marionnettes dont on aurait coupé les fils, mais après avoir vérifié, ils étaient tous vivants. Je n'avais aucun moyen de savoir s'ils iraient bien un jour, mais encore une fois, rien ne pourrait jamais aller bien. J'ai regardé ma chemise, couverte du sang de mon bébé, et je l'ai enlevée avant de courir vers ma voiture. Le fossoyeur était tranquille dans sa nouvelle demeure et n'a pas bougé lorsque je me suis éloigné du motel et de la ville voisine. Je me suis enfoncé dans la campagne pendant près d'1 heure, à la recherche d'un endroit propice pour cacher ma voiture. Lorsque je l'ai trouvée, j'ai laissé ma voiture, mon téléphone portable et mon portefeuille derrière moi, ne prenant qu'un démonte-pneu dans le coffre pour m'en servir comme d'une pelle de fortune. J'ai marché encore 2 heures lorsque je suis tombé sur ce qui avait probablement été le terrier d'un gros animal. Il a suffi de creuser un peu plus pour le rendre assez grand pour que je puisse m'y glisser à l'abri des regards. Ne voulant pas perdre de temps, j'ai mis l'arme d'Ellison sur ma tête et j'ai essayé d'appuyer sur la gâchette. Mais il ne m'a pas laissé faire. J'ai juré, j'ai crié, j'ai essayé d'utiliser mes 2 mains, mais rien n'y faisait. Il est resté silencieux, me laissant essayer et échouer encore et encore. « S'il vous plaît, laissez-moi mourir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît !» Je savais que j'étais en train de devenir hystérique, mais cela ne me dérangeait pas. Peut-être qu'il ne pouvait pas empêcher une mort naturelle par accident vasculaire cérébral ou crise cardiaque aussi facilement. Je devais trouver un moyen de... Et là, j'entends la voix d'un jeune homme. « C'est ça ? » « Ouais, il est là-dedans. J'ai cru que j'allais vomir à 800 mètres, mais c'est beaucoup plus fort ici. » C'était une voix plus âgée et plus grave. J'essayais de décider de la meilleure façon de rester caché ou de m'échapper lorsqu'une main puissante a soudain pénétré dans le terrier et m'en a sorti. En clignant des yeux, j'ai levé la tête et j'ai vu un grand vieillard s'accroupir rapidement et m'injecter quelque chose. Presque immédiatement, j'ai senti le noir s'installer, mais j'ai sursauté en entendant le ronflement d'une perceuse électrique. J'ai pensé à l'histoire d'Ellison et j'ai fermé les yeux avec reconnaissance. « Attends !» C'était encore le jeune homme. « Je sens quelque chose à propos de celui-ci aussi. »« Tu le sens ?» L'homme plus âgé avait l'air curieux, mais j'entendais toujours la foreuse se rapprocher. « Intéressant. Mais ce n'est pas le moment de prendre des risques. Pas avec celui-ci. »« Non, arrête !» Le jeune homme dit encore. « Ne le perce pas, il est différent. Il est différent, je te dis. Je crois qu'il veut que tu le perces. Je pense pas qu'il soit comme les autres. Je pense que c'est la graine dans sa tête. Ou au moins la graine le contient d'une certaine façon. Elle le limite, j'ai l'impression. » La perceuse électrique s'est arrêtée. « Comment tu peux savoir tout ça, toi ?» dit le vieillard. J'ai rouvert les yeux et je ne voyais presque rien. Tout était flou. Mais je pouvais entendre l'inquiétude dans la voix du jeune homme. « Je ne sais pas, mais je le sais. C'est comme si je m'en souvenais. C'est bizarre, mais on ne peut pas faire face à cette chose comme si de rien n'était. » Le vieil homme soupire. « Alors il va falloir... » Et je suis tombé dans le noir sans entendre ce qu'il allait dire.
Je suis retenu dans le sous-sol d'un petit entrepôt que le jeune homme, Jason, m'a dit qu'ils avaient prévu de transformer en nouveau quartier d'habitation, mais que cela semblait être une utilisation bien plus importante. Ils m'ont fait part de leur projet et je peux voir à quel point l'idée leur fait mal. Ils ne s'en excusent jamais, mais je vois bien qu'ils aimeraient qu'il y ait une autre solution. L'homme le plus âgé, le docteur Baron, me dit qu'il me laisse enregistrer ce récit, tout ce qui s'est passé depuis le début, à la fois pour leur travail et pour que mon histoire puisse être entendue et remémorée. Je leur ai demandé comment ils m'avaient trouvé, et ils m'ont dit qu'Ellison les avait appelés alors que nous étions en route pour le motel. Lorsque je leur demande pourquoi ils n'ont pas peur que le fossoyeur s'empare d'eux ou m'utilise pour leur faire du mal, ils échangent un regard avant de me dire que, bien qu'il y ait toujours des risques, ils ont des immunités uniques à ce genre de choses et ont de l'expérience en la matière. Le docteur Baron m'a alors légèrement saisi le menton, et il était clair qu'il ne s'adressait plus à moi, mais plutôt à la chose qui se nichait dans mon cerveau. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il veuille nous combattre. Je pense qu'il est exactement là où il veut être. J'ai vu les sourcils de Jason se lever derrière lui. Le médecin ne m'a pas lâché. Il m'a regardé dans les yeux, comme s'il essayait de voir le monstre à travers et derrière eux. Parce que d'après tout ce que nous avons entendu sur cette créature, elle est très vieille et très rusée. Et surtout très douée pour obtenir ce qu'elle veut. J'ai ressenti un frisson de peur lorsque son visage s'est durci. Nous ne savons peut-être pas encore pourquoi, mais nous le saurons. Et quand ce jour viendra, le fossoyeur apprendra peut-être qu'il n'est pas aussi intelligent qu'il veut bien le croire. J'aurais aimé que les choses se passent différemment. J'ai peur d'être seul avec cette chose, et mon seul espoir est que l'enterrement m'emporte au-delà de sa capacité à me maintenir en vie. On me dit qu'Ellison et Alice vont bien, ou du moins qu'ils vont le mieux possible. Ils semblent au moins normaux. Sandra est en vie, mais dans un état grave. Ma famille ne comprendra jamais ce qui s'est réellement passé, mais je pense que c'est peut-être mieux ainsi. Aussi mauvais que soit le fait de ne pas savoir, la vérité est bien pire. J'en suis maintenant à la fin de mon récit. Jason est resté avec moi pour enregistrer mon histoire, et j'espère qu'il prendra à cœur ce que je vais dire ensuite. Ces hommes sont bons, et je ne leur en veux pas. Ils ne font qu'améliorer ce que j'ai déjà essayé de faire. En haut, j'entends le bip du camion de ciment qui s'approche du bord de la pièce souterraine où je me trouve. J'espère que c'est suffisant. Jason m'a raconté beaucoup d'histoires, notamment celle où il pensait que son grand-père était un tueur en série. Je ne sais pas pourquoi, mais le fait qu'il me donne autant de détails sur sa vie privée m'a donné du courage. Alors, écoute-moi avant de partir, Jason. Écoute. Et quiconque entend mon histoire, écoutez-moi. Gardez-moi enterré pour toujours. Ne laissez plus jamais sortir le fossoyeur. Je vous en prie, ne le faites pas. Nous savons tous les deux que ce n'est pas comme ça que ça va se passer, n'est-ce pas, mon garçon ? Le récit se déroule maintenant du point de vue de Jason et de son grand-père. J'ai éteint le magnétophone et j'ai regardé l'endroit où Mark Sullivan, Sully, était enchaîné sur le sol. La voix qui sortait de lui était rude et dure à l'oreille. Nous savons tous les deux que nous nous reverrons. J'ai appuyé sur le bouton pour faire reculer la bande jusqu'au moment où le fossoyeur a parlé. Ouais, je suppose que c'est le cas, fais de beaux rêves, espèce de sale con. En montant les marches jusqu'à l'étage supérieur, j'ai fait un signe de tête au reflet de mon grand-père dans le rétroviseur latéral du camion. Ça a l'air bien, grand-père. Sur ce, j'ai commencé à faire couler le béton dans la pièce du dessous. La chose en bas gloussait toute seule, mais le flux de roches liquides l'a bientôt réduite au silence. Et en moins de 10 minutes, c'était terminé. Je me suis retourné en voyant une main sur mon épaule et j'ai souri à mon grand-père avec tristesse. Putain, je déteste vraiment faire ça. Il se frotta la bouche et expira longuement. Je sais, moi aussi, mais c'est la meilleure solution temporaire que nous ayons. Il jeta un coup d'œil sur le béton qui durcissait lentement. A-t-il pu finir de dire ce qu'il avait à dire ? J'ai hoché la tête.
Mon grand-père m'a étudié un moment. Le fossoyeur est-il sorti pour parler ? J'ai hésité, mais je n'ai pas oublié à qui je parlais. Il connaissait probablement déjà la réponse. À la fin, juste des conneries du genre « je vais te tuer », un truc comme ça. Il a secoué la tête. Ne t'en fais pas. Mais nous avons raison d'avoir peur de cette chose. Tu as eu raison de te rendre compte qu'elle était différente. Même en bas, nous n'en avons pas fini avec elle, c'est toujours très dangereux. J'ai mis l'enregistreur dans ma poche et j'ai réprimé un frisson en m'éloignant de l'endroit où Mark Sullivan, alias Sully, et le fossoyeur étaient enterrés. Ouais, je sais, grand-père. Allez, on a d'autres chats à fouetter maintenant. Certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, mais les deux protagonistes de la fin de l'histoire, Jason et son grand-père, le docteur Baron, sont les héros de la longue histoire narrée auparavant sur la chaîne Faisons-nous peur, intitulée « Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série ». En fait, ces deux histoires sont du même auteur et se déroulent dans le même monde. Sully, le narrateur de cette histoire, a tout simplement été chassé par Jason et son grand-père après avoir été infecté par la graine du fossoyeur. Bref, un magnifique crossover pour notre plaisir et pour achever ce magnifique récit.